Testing, testing, 1, 2, 1, 2, 3. Testing, testing, OK. Testing, testing, 1, 2, 3. Test, test, test. OK. Super. J'essaie celui-là encore. C'est bon? Écoute, on va le mettre là. C'est bien pour vous ou c'est mieux ici? Non, mais pour vous, pour les photographes, vous ayez une bonne... cette lumière. Au centre là. Ouais. T'as des infos
Oui, Philippe. Bonsoir. Welcome, ladies and gentlemen, to the press conference of President Puigdemont. As you may know, he's the 100th. Vous le savez déjà, il est président de la Catalogne. Il a été réélu membre du Parlement lors des dernières élections en décembre 2017 en tête de liste de Junts per Catalunya, Ensemble pour la Catalogne. Il a aussi eu la majorité des voix parlementaires pour sa réélection comme président de la Catalogne, mais comme vous le savez déjà, il a démissionné et propose Jordi Sánchez pour le remplacer. Il est emprisonné à l'heure actuelle. Depuis le mois d'octobre, il vit en exil en Belgique. C'est la deuxième fois qu'il sort de la Belgique. Auparavant, il était au Danemark. Le principal objectif de cette visite est de sensibiliser les gens sur le plan international et de répondre à des questions. Et avec cela, nous lançons la conférence de presse. De la façon suivante. Vous pouvez poser des questions de votre langue préférée et Monsieur le Président va essayer de répondre dans la langue qu'il puisse. On a 30 minutes, alors on commence. La madame avec... oui. ¿Qué tal? Gabriela Sotomayor, pardon. Je m'appelle Gabriela Sotomayor, je suis une journaliste mexicaine. Je parle l'espagnol parce que je suis mexicaine. Nous avons participé au débat et Madame Calmire disait et a appelé au dialogue. Serait-il prudent, disait-elle, une médiation de l'Union européenne? Mais ma question est, on dirait que l'Union européenne a une opinion déjà toute faite. Pensez-vous qu'il soit nécessaire? Pourriez-vous accepter une médiation de la Suisse? Et pourrait-il y avoir un dialogue ici dans cette capitale des droits humains? Merci beaucoup. Dans la tradition de la Suisse et de Genève, il existe une expertise de la Suisse à propos de ce genre de problème. Donc, il serait bon de pouvoir compter avec la médiation de personnes qui sont aussi préparées, qui connaissent tellement les droits humains. Pour qu'il y ait une médiation, les deux parties doivent l'accepter. Donc, nous avons, en pensant à cette possibilité, nous avons accepté la possibilité de certains pays qui se sont offerts à faire une médiation, mais l'autre partie ne l'a pas accepté. Donc, de toute façon, il n'est jamais trop tard. Ce conflit peut compter avec des médiateurs internationaux de bonne volonté qui, avec leur expérience et connaissances, puissent amener un dialogue pour résoudre cela. Toutes ces solutions seraient les bienvenues. La madame là derrière? Oui. Comment peut-on résoudre la crise institutionnelle catalane? Parce que le gouvernement est encore inexistant, vous êtes en exil, Monsieur Jordi Sánchez ne peut pas se présenter. Comment peut-on agir pour aussi supprimer l'article 155? Réponse, Monsieur Jordi Sánchez n'est
ne peut pas être président, pas à cause de problèmes légaux, mais à cause de problèmes illégaux, parce qu'il est illégal qu'il ne puisse pas être président. Et s'il a une majorité, il devrait pouvoir être élu président. Il n'est pas condamné. Et j'insiste, il a tous ses droits intacts. Mais cependant, nous allons chercher toute solution possible pour qu'en Catalogne, il y ait un gouvernement, mais un gouvernement qui réponde à la majorité du 21 décembre. Pour cela, il faudrait absolument, et il serait temps déjà, que le gouvernement espagnol accepte le résultat du 21 décembre qu'il n'a pas du tout apprécié. Et parce qu'il n'y a pas une meilleure normalisation démocratique que celle d'appliquer le résultat des urnes. Cependant, l'article 155 a été dicté beaucoup bien avant les élections. Avant le 155, il y a eu une intervention publique des finances de la Généralitat de Catalogne qui, semblerait-il, va continuer même s'il y a un gouvernement catalan. Et donc, un des effets les plus pervers du 155 est qu'il puisse continuer se perpétuer. Donc le gouvernement espagnol devrait être beaucoup plus clair que ce qu'il ne l'a été jusqu'à présent. Et pour finir, par rapport au temps qui court, Madame Merkel a été élue présidente, mais et je la félicite, mais depuis septembre, et elle devait former un gouvernement. Monsieur Rajoy a dû passer par 2 élections pour former un gouvernement. Donc, ce n'est pas souhaitable, mais nous ne sommes pas si éloignés de cette tradition dernièrement en Europe. Aquí delante, por favor. Beatriz Jiménez de Telecinco del programa. Beatriz Jiménez de Tele5 du programme Ana Rosa. Est-ce que vous allez présenter votre renoncement de député pour faciliter un gouvernement en Catalogne? Non. Est-ce que vous contemplez la possibilité? Non. Pas en Suisse. Et en dehors de la Suisse? Une autre question? Monsieur Puigdemont, Anna Aznaour, pour le site de la finance allnews.ch suisse. J'ai 3 questions. La première, quel était votre programme économique pour la Catalogne indépendante? La deuxième, quelle est la situation économique actuelle de la Catalogne? Et ma troisième question, c'est après le référendum, il y a beaucoup de sociétés et de banques qui sont parties. Quel serait l'argument, d'après vous, pour justement faire revenir l'économie en Catalogne? Merci beaucoup. Et donc, pour le premier point, j'aurais besoin plus qu'une conférence de presse, parce que raconter les programmes économiques d'un pays indépendant, vous pouvez imaginer que ça ne peut pas être répondu dans une question brève, dans une conférence de presse. Mais je vous assure que la Catalogne va continuer, peut-être encore va améliorer sa potentialité comme région économiquement dynamique, ouverte, dans le cadre de l'économie de marché, et avec un intérêt pour l'industrie de haute valeur ajoutée. Et bien sûr, va continuer à contribuer au développement de les régions européennes, et commençant par les régions espagnoles. La situation actuelle de la Catalogne, c'est complètement différent de ce que la narrative de la propagande dit. L'année 2017, la Catalogne a eu un taux de croissance de le PIB de 3,4%, c'est-à-dire supérieur à celui de l'Espagne et supérieur encore à la moyenne européenne. Donc, non, l'année, on a fermé l'année avec un niveau de croissance exceptionnel. Il y a aussi la croissance exceptionnelle des exports. Il y a eu aussi la réduction du chômage au niveau plus rapide que la réduction en Espagne. Donc, les données de l'économie actuelle en Catalogne continuent à présenter un territoire, une région énormément puissante du point de vue économique. Et finalement, il y a eu quelques sociétés, oui, quelques sociétés qui ont changé quoi? Pas le centre de production,
pas le centre de direction, mais la siège sociale, en profitant d'un décret du gouvernement espagnol de dernière heure qui permettait au conseil d'administration, sans la permission de le propriétaire, je répète, sans la permission du propriétaire, de changer en 24 heures la siège sociale dans la société. Mais ça n'a pas comporté que la Catalogne a perdu une seule entreprise. Attirer. Oui, pardon, oui. Attirer, donc, c'est difficile de continuer à attirer sans un réseau d'officines, de bureaux à l'extérieur pour attirer dans les régions plus dynamiques de la planète des investissements étrangers comme on a réussi à le faire. Je vais rappeler que la Catalogne a été jusqu'à octobre la destination d'un tiers des investissements étrangers directs en Espagne. Et de la région Asie-Pacifique, la moitié. La moitié des investissements étrangers de l'Asie-Pacifique en Espagne, on est arrivé en Catalogne. Ça, ce n'est pas par casualité. On a dû travailler ça. Et s'il y a l'interdiction de réouvrir les bureaux commerciaux de la Catalogne à l'extérieur, donc on n'aura pas le même outil pour continuer à attirer ces investissements chez nous. Le monsieur, oui. Sí, Xavi Coral de TV3. Voldria Je suis de TV3. J'ai deux questions. Demain, vous allez vous réunir avec Anna Gabriel. Quelle sera la proposition que vous allez lui faire pour enlever le blocus qu'il y a actuellement? Il y a une proposition en échange de le support de la Coupe, et en deuxième lieu, par rapport au débat de cet après-midi pour le gouvernement espagnol, s'ils n'ont pas voulu venir ici à ce débat, est-ce que vous voudriez le faire? Réponse, oui. La réunion avec Anna Gabriel est de type privé. Nous n'avons pas pensé à l'avance. Nous ne négocions pas à propos de l'investiture. Mais bon, nous allons justement parler de beaucoup de choses, je ne vais pas vous en parler, mais qui ont à voir avec le processus de la Catalogne vers la République. Et dans ce contexte, le ministre de l'Intérieur de la Catalogne aussi participera dans la mesure qu'il doit faire. Donc, je veux d'abord lui parler à elle. Je ne vais pas vous dévoiler à vous maintenant. Donc, s'il y a une stratégie de continuer à développer ce qui a été voté par les citoyens de la Catalogne, ben, c'est de ça qu'on va parler. Moi, j'aurais bien aimé qu'un représentant du gouvernement espagnol ait participé, et ça aurait été très positif et ça aurait envoyé un signal à la communauté internationale qui regarde envers la Catalogne et l'État espagnol, et ça aurait été un genre de normalisation démocratique. Ça aurait été une possibilité d'utiliser une méthodologie pour résoudre des problèmes et pour s'inspirer de la méthodologie suisse aussi, et de la médiation suisse. C'est dommage, c'est très dommage. J'aurais beaucoup apprécié participer avec un ministre ou quelqu'un espagnol ici. Bonsoir, Adrian Santasusana de la CUP. J'ai deux questions. Xavier Coral, est-ce que vous aimez cette possibilité d'une motion de confiance? Est-ce que ceci peut aider à aller vers l'investiture? Et est-ce que vous contemplez cette possibilité avec le support, le soutien de la CUP? Réponse. Bon, la motion de confiance, moi, j'y adhère, j'aime bien. Donc, moi-même, je l'ai utilisée. Donc, je ne peux pas dire que je ne l'aime pas. Ça aurait été contradictoire. C'est une possibilité qui existe dans notre règlement, dans la loi.
Donc, comme une motion de censure ou une autre, la première qu'il y a eu, c'est une que j'ai présentée moi-même. Et non, il n'y a pas de problème. Si l'on me demande, je réponds oui, moi je l'ai utilisé. Si je ne l'avais pas voulu, je ne l'aurais pas fait servir. Mais moi, je l'ai fait pour savoir si je continuais à compter avec la confiance du Parlement pour travailler. Parfois, il faut redemander. Parlement, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous continuez de me faire confiance comme vous le faisiez avec l'investiture? Est-ce que ceci renforce la situation? Ou est-ce que non, et ça vous oblige à vous retirer? Et l'autre question, c'est l'accord d'investiture? Oui. Ce que les électeurs ont voté le 21 décembre, c'est qu'il y avait une majorité absolue indépendantiste. Ce serait très bizarre que cette majorité n'aide pas l'investiture d'un président indépendantiste. Donc. Merci beaucoup. Yuri Obouzny pour la presse russe. Monsieur le Président, à un moment donné, on a parlé que la Russie aurait essayé d'influencer les résultats de la votation en Catalogne. Est-ce que vous pouvez commenter là-dessus? Est-ce qu'en Espagne, cette information est prise au sérieux? Et la deuxième question, très technique. Quel est le protocole de la présidence catalogne? Est-ce que vous envoyez des télégrammes de félicitations? Est-ce que vous allez féliciter Poutine qui vient d'être réélu? Je n'ai pas compris bien la première question. La première question, vous pourriez répéter la première question, s'il vous plaît? On disait dans plusieurs médias que la Russie aurait essayé d'influencer le résultat de votre votation. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Est-ce qu'en Espagne, cette information est prise au sérieux? Parce que je ne suis pas au courant. Et est-ce que vous allez féliciter Poutine si c'est le protocole de la présidence catalogne? Oui, je lis, même, je crois que j'étais accusé d'être un espion russe et d'avoir des rapports privilégiés avec la Russie. C'est étonnant parce que, en fait, je n'ai rien contre la Russie et je n'ai pas aucun problème de féliciter M. Poutine, comme d'ailleurs je viens de féliciter Mme Merkel. C'est normal, ça entre dans la prévision des protocoles et de le bon sens, des bons rapports entre pays. Mais c'est complètement délirant. Délirant. Et je suis étonné de la quantité de gens qui ont cru cette fake news. Mais comment c'est possible de dire ça? Avec quelle preuve? Uniquement parce que ça va attaquer la réputation de quelqu'un? Mais soyons sérieux. D'abord pour respect par la Russie. Et après pour respect à la Catalogne. Mais comment est-ce qu'on peut imaginer que les citoyens de la Catalogne vont être influencés d'un mélange, d'une intervention d'un autre pays, quel qu'il soit, la Russie ou notre? Et cette mépris permanente à la volonté des Catalans, parce que ce n'est pas possible qu'ils puissent voter l'indépendance. Ça doit être question. Maintenant, je viens de lire que c'est de la maçonnerie. Vraiment, c'est la maçonnerie. Et on est en train presque d'arriver à une autre soupçon que je ne vais pas dire, mais c'est ridicule, vraiment. D'abord, j'ai rigolé beaucoup, parce qu'en voyant les mots qu'on m'a donnés, je crois qu'il s'agissait de Chipolino ou quelque chose comme ça, comme espion russe, j'ai resté vraiment étonné. Je le pris à rire. Et après, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui vraiment se croyait qu'il y a eu une... Bon, je ne peux ajouter rien d'autre que ça. Prochaine question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas posé des questions déjà? Donc on va alors, terminer. Bon. Oui, Monsieur Puigdemont, comment voyez-vous comment vous voyez votre avenir professionnel? Est-ce qu'en cas d'hypothétique reprise de négociations entre Catalogne et l'Espagne, pensez-vous être l'interlocuteur de l'Espagne? Voilà, merci. Bon, comme professionnel, je suis journaliste et vraiment, je n'ai pas un grand avenir comme journaliste maintenant, à ce moment. Mais je comprends votre question, c'est de... Si je suis en Belgique, ou en Suisse,
ou en Danemark ou ailleurs, c'est pour agir comme homme politique, pour servir à aboutir à une solution. À partir de quoi? De la reconnaissance de notre revendication démocratique et pacifique. Et pour entraîner des pourparlers pour démarrer des négociations avec qui? Surtout avec l'État espagnol. De la façon dont l'État espagnol considère plus convenable. Mais c'est incroyable qu'un État qui a été capable de parler avec les terrorismes assassins, qui a tué des centaines, presque un millier de personnes, et est capable de parler avec eux et soit incapable de parler avec nous, qu'on a été élus à travers un processus démocratique, pacifique, des urnes. Donc je suis prête toujours à encourager pour parler de dialogue, de table de dialogue. Et c'est mon devoir aussi, en tant que responsable politique démocratique et non violent. Est-ce qu'il reste encore des questions? On peut finir. La dernière. Une, et on termine. La madame en arrière, oui. Sí. Núria Oriols, diari Ara. Núria Oriol du journal Ara. Vous avez annoncé la création d'un conseil de la République à Bruxelles. Est-ce qu'il y a déjà eu des démarches pour créer une fondation privée? Est-ce que cela va être concrétisé demain avec l'ex-députée Anna Gabriel? Et deuxième question, est-ce que vous renonceriez à votre siège pour qu'il n'y ait pas de réélection? Bon, moi, je n'ai jamais parlé d'une fondation privée et on n'a pas de date non plus. Je ne sais pas d'où cela vient. Mais la fonction du Conseil pour la République est très claire et le cadre aussi. Par rapport à la deuxième question, j'ai dit aussi tout à l'heure qu'il serait surprenant que les électeurs aient décidé une majorité claire indépendantiste et qu'il ne puisse pas y avoir un président indépendantiste avec cette majorité claire. Et merci beaucoup pour votre assistance. Merci. Bonsoir. Bonsoir.